Bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau débriefing. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Maître Gloriane Blais, qui est avocate à Québec, au Canada. Et on a toujours le plaisir d'avoir nos amis québécois. Et elle va nous parler d'une procédure qui se passe actuellement au Canada, qui a fait usage du rapport de l'experte en biostatistique Christine Coton, dont nous avons le plaisir de l'interviewer. Ce rapport a été utilisé dans une procédure en appel. Maître Gloriane Blais, bonsoir, bonjour plutôt, à votre heure. Peut-être pour les auditeurs de François, si vous aviez l'amabilité de vous présenter un petit peu, d'expliquer quel type d'avocat vous êtes et quelle cause vous défendez. Oui, bonsoir tout le monde. Donc, je suis avocate depuis près de 23 ans au Québec. J'ai développé une expertise de pointe au niveau responsabilité civile, donc poursuite en dommages au niveau civil et notamment responsabilité civile médicale et hospitalière pour les victimes de fautes médicales ou hospitalières. Et j'ai aussi un diplôme de détentrice d'un diplôme de deuxième cycle en droit et politique de la santé. Et j'ai aussi développé une expertise assez poussée en anticorruption au niveau civil. Et donc, vous vous êtes retrouvé avec un cas en appel. Vous avez vous représentiez quelque part l'intérêt des Québécois. Effectivement, des Québécois et des Canadiens, hein, parce que nos cours, même si là, ce qu'on va parler, c'est de la Cour d'appel du Québec, ça reste que toute décision d'une Cour d'appel d'une province ou d'un territoire a une influence dans l'ensemble du pays, le Canada. Donc, oui, donc j'ai pris un dossier concernant l'injection d'un enfant de 13 ans et je représentais le papa, qui est d'origine d'ailleurs française, M. Pascal Antonin, qui m'autorise de nommer son nom, qui représentait les inquiétudes et des risques de cette injection qu'on nomme génique et expérimentale. Mais on tient toujours à mentionner, autant M. Antonin que moi, que nous sommes tous vaccinés de vaccins habituels, autant lui, moi et nos enfants. Donc, on est vraiment inquiet par rapport à cette injection-là et j'ai décidé en octobre de prendre le dossier. C'était représenté seul en première instance parce que la juge de première instance, donc au niveau procès, elle avait refusé une remise pour qu'il puisse être représenté par un avocat. Il avait fait une demande formelle et donc j'ai pris et elle avait statué très rapidement sur l'autorisation de cette injection-là, les 2 doses pour l'enfant. Et donc, mon client a fait une grève de la faim. Et dans ce cadre-là, moi, j'étais très occupée dans un autre dossier avant, très gros en corruption. Et par la suite, c'est ça, j'ai pris son dossier et je l'ai emmené au niveau de la cour d'appel avec de superbes rapports d'expertise judiciaire. Juste pour que les auditeurs de François puissent comprendre, est-ce que vous pouvez nous donner en une minute comment ça fonctionne, on va dire, le système juridique au Québec? Oui, le système juridique au Québec, c'est un système de droit mixte. Dans le fond, au niveau du droit civil, on ne parle pas de criminel, ça c'est une autre chose, mais au niveau du droit civil, on a le droit civil d'origine du Code de Napoléon français, comme vous. Après, on est arrivé avec notre Code civil du Québec, mais c'est vraiment d'origine française au niveau historique. Mais tout le système, dans le sens les procédures, la présentation de la preuve en cours, c'est d'origine anglaise, même quand on est dans un procès civil. Donc, c'est vraiment adversarial. Donc, c'est une partie présente sa preuve, l'autre partie présente sa preuve et le juge n'a pas le droit d'aller chercher de l'information ailleurs que ce qui lui est présenté et ce que les parties décident de présenter. Donc, maître, quand vous avez fait appel à Christine Coton pour ce rapport d'expertise qui présentait, on va dire, un certain niveau de preuve sur l'approbation de ces injections, vous l'avez donc utilisé comme étant une preuve. Comment est-ce que ça a été perçu par la Cour? Bien, je tiens à mentionner au départ qu'on avait aussi déposé au préalable à la Cour d'appel du Québec tous les rapports d'expertise que la Fondation des droits et libertés
du peuple avec la gracieuseté avec Stéphane Blais au Québec. Donc, c'est des rapports d'expertise de Perron, et Toubiana, donc tous ces grands-là. Et on avait aussi en novembre, tout chaud, un rapport d'expertise de la généticienne biologiste moléculaire très bien connue chez vous, Alexandra Henrion-Côte. Donc, on avait aussi sur l'injection comme telle, on a déposé à la Cour d'appel le rapport d'expertise d'Alexandra Henrion-Côte. Et donc, entre-temps, j'ai communiqué avec Mme Christine Coton, la biostatisticienne qui a œuvré pendant 23 ans au sein de l'industrie pharmaceutique. Et ce que je trouvais intéressant de Christine Coton, c'est qu'elle apportait des analyses, des preuves sur la base des documents officiels de Pfizer. Donc, c'était vraiment là donc vous avez déjà interviewé Madame Coton. Alors, moi, quand j'ai plaidé le dossier lundi 31 janvier à la Cour d'appel. On est à l'étape préliminaire, donc j'ai pu plaider seulement 25 minutes. C'est toujours comme ça l'étape préliminaire. Et j'ai plaidé une grande partie de ma plaidoirie sur des extraits du rapport d'expertise de Christine Coton, qui avait déjà été déposé au dossier de la Cour d'appel, que les juges étaient supposés d'avoir lu. J'ai pris la peine de plaider des gros extraits, des grands extraits du rapport d'expertise de Christine Coton, car je trouvais que c'était immensément important. Et la Cour d'appel, dans l'arrêt, le jugement qu'elle a rendu le 4 février 2022, donc c'est 3 juges de la Cour d'appel, donc une formation qu'on appelle de la Cour d'appel, qui inclut la juge en chef du Québec, Manon Savard, qui présidait l'audience. Ils n'ont pas mentionné une ligne du rapport d'expertise de Christine Coton. Et ça m'a sincèrement déçue, parce que je trouvais que ça aurait été même s'il avait refusé là, notre demande d'autorisation d'appel, de rentrer dans le processus, je trouve que ça aurait été intéressant qu'il mentionne la pertinence de ce rapport d'expertise-là. Même à la fin de ma plaidoirie, j'avais même indiqué, moi je ne tenais pas parce que l'enfant était déjà malheureusement double injecté, je ne tenais pas, et mon client non plus, tenait pas absolument à aller en demande d'autorisation à la Cour suprême du Canada, qui est la plus haute cour du pays au Canada. On ne tenait pas à aller à la Cour suprême. L'important, c'était que dans le cadre de cette décision-là de l'audition du 31 janvier, la Cour d'appel indique un message clair que les juges en première instance, donc en Cour supérieure et en Cour du Québec, peuvent se poser des questions et même qu'ils en ont le devoir. J'avais même plaidé ça, que c'était important à tout de moins qu'ils transmettent ce message-là, parce que actuellement il y a un cercle vicieux au Québec, c'est tous les juges en première instance rendent une décision très rapide sur la base de la recommandation de la santé publique du gouvernement du Québec, qu'ils autorisent la vaccination sans débat ou à peine. Et donc, ils omettent leur obligation, qui est la séparation des pouvoirs, qui est une obligation constitutionnelle entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Ils omettent l'obligation constitutionnelle inscrite dans la Constitution du Canada, l'obligation d'impartialité, donc de ne pas présumer que l'exécutif a raison. Et ils omettent l'obligation de la primauté du droit, qui est aussi une obligation constitutionnelle. Alors, c'était ma plaidoirie à la Cour d'appel. Je l'ai publiée sur ma page Facebook notamment. Mais malheureusement, le rapport de Christine Coton, que je trouvais extrêmement juste, pertinent, qu'il n'y a rien d'inventé, rien qu'on pourrait appeler complotiste, il n'y a rien de ça là-dedans, n'a même pas été mentionné, ce qui est désolant. Et d'après vous, pourquoi ce document n'a pas été utilisé ou mentionné? C'est difficile à dire. Pourquoi? Parce que il ne voulait pas remettre en question les recommandations de la santé publique. Malgré qu'ils ont écrit dans leur décision que, sans nier l'importance de ces questions, donc ils ont quand même précisé que, je ne parle pas du rapport d'expertise, mais l'injection comme telle, sans nier l'importance de ces questions. Donc, ils ont quand même émis ce propos-là, mais
sont pas allés jusqu'à cette obligation, parce que c'est une question d'intérêt public et national, d'aller au fond de la question. Pourquoi? Je pourrais pas vous dire. Et donc, vous venez nous dire qu'en première instance, les magistrats ont tendance à suivre, on va dire, les directives de santé publique. On a l'impression qu'on appelle, quelque part, c'est des décisions politiques plutôt que des vraies décisions juridiques. Ben, j'ai pas l'impression que la séparation des pouvoirs comme ça devrait l'être en ce qui concerne l'injection, alors que pourquoi la séparation des pouvoirs? La séparation des pouvoirs, c'est pas pour dire que les gens n'ont jamais raison. La séparation des pouvoirs, c'est que l'être humain, on est tous susceptibles de faire des erreurs. On est tous. Alors, la séparation des pouvoirs, c'est pour protéger la population, c'est pour protéger le peuple en étant gardien de la démocratie, gardien donc de s'assurer que s'il y a erreur, bien qu'un autre pouvoir peut réchapper le coup. Et donc, je ne sais pas comment dire ça, là, donc c'est très triste. Le seul moyen pour changer le cours de l'histoire au niveau judiciaire, au niveau du Québec, c'est d'aller faire une demande d'autorisation à la Cour suprême du Canada. Je tiens à mentionner que le dossier à la Cour d'appel, j'étais le seul avocat au Canada qui avait un dossier sur l'injection contre la COVID-19. Donc, cette injection-là, au niveau de la Cour d'appel, dans une Cour d'appel au Canada. J'étais la seule. Et là, donc, c'est quand même une occasion intéressante d'aller soumettre le dossier à la Cour suprême du Canada, puisque aucun autre avocat qui s'est rendu jusqu'à la Cour d'appel jusqu'à maintenant au Canada, c'est un sujet. Et si c'est apporté à la Cour suprême du Canada et si la demande d'autorisation est acceptée, ça prend à peu près 5 mois là, à partir d'aujourd'hui. Bien, ça voudrait dire que c'est sûr qu'une décision sur le fond, sur l'injection par la Cour suprême du Canada, ça l'influencerait pas nécessairement seulement le Canada, évidemment. Ça serait vraiment, ça influencerait le monde entier à se remettre en question. Alors, est-ce que ce sera cette voie-ci qui va nous permettre de se poser des questions ou une autre voie? Moi, la voie que j'ai à faire, c'est au niveau judiciaire. Là, je le sens dans tous mes tripes. Et Maître Blais, donc en fait, quelque part, vous êtes en train de nous dire qu'on est en train d'affecter le droit fondamental à la défense de tous les Canadiens. Votre prochaine étape, quelle est-elle aujourd'hui? Donc, la prochaine étape, c'est on a 60 jours pour déposer une demande d'autorisation d'appel. On n'a pas déposé plus de rapports d'expertise qu'on a déjà déposé. C'était très complet, notre dossier à la Cour d'appel. Donc, on reprend ce qu'on a fait à la Cour d'appel, puis des fois, on va chercher seulement quelques extraits pour la demande d'autorisation. La demande d'autorisation, il y a 9 juges à la Cour suprême du Canada. Sur le fond, les 9 juges prennent les décisions sur le fond. Mais à l'étape de la demande d'autorisation, c'est 3 juges seulement et généralement, c'est sur dossier. Donc, il n'y a pas d'audition pour la demande d'autorisation. Alors, le dossier doit être très, très complet. Il n'y a pas généralement, on ne plaide pas à l'étape de la première étape, la demande d'autorisation. Et c'est pour ça qu'à l'étape de la demande d'autorisation, c'est un mémoire de 20 pages. Et qu'est-ce qui est important, c'est pas nécessairement de tout déposer à cette étape-là, mais c'est de déposer quelque chose qui nous permet facilement aux juges de comprendre que la question est d'intérêt public et national. Et aujourd'hui, je crois comprendre que il y a une petite entourloupe qui est en train d'être créée pour vous empêcher justement de défendre votre client. Oui, ça me ça me rentrait ça a été je m'attendais pas du tout à ça. Là. On s'attend toujours quand on travaille pour la vérité, qu'on travaille pour se poser des questions. On s'attend toujours qu'il y ait des attaques au niveau des médias et tout ça. Ça, on s'habitue avec ça. Mais là, aussi le syndic du barreau du Québec qui m'a fait une plainte disciplinaire à l'encontre de mes propos sur l'injection, malgré le fait que mes propos sont supportés par des rapports d'expertise judiciaire. Je me suis habituée dans cet environnement-là risqué, de haut risque.
Mais là, c'est pas ça qui s'est passé. C'est que vendredi, en recevant le jugement, quelques heures après, j'ai reçu une décision du conseil, pas le syndic du barreau, pas l'organe du barreau du Québec, le syndic, où qui fait vraiment, là, il regarde s'assurer là, que les avocats sont qualifiés ou qui ont des propos adéquats. Là, c'est vraiment le conseil d'administration du barreau du Québec, donc le volet davantage un peu plus politique, qui ont pris une décision le 3 février à l'effet, deux décisions, d'ordonner une évaluation psychiatrique en ce qui me concerne et de m'ordonner une rencontre ce mercredi 9 février où, dès ce 9 février, ils peuvent me suspendre mon titre d'avocate, pas me retirer, mais me suspendre le temps de l'évaluation psychiatrique. Et l'évaluation psychiatrique, ça peut prendre un 3 mois, bon, en tout cas, ça peut évaluer à peu près, prendre 3, 4 mois ou 5 mois. Donc, ils m'ont d'ailleurs, ce qui est très important de préciser, c'est que jamais le conseil d'administration du barreau m'a invité à émettre mes observations avant de prendre une décision. Je n'étais pas au courant qu'on a pris une décision qui étudiait la décision de prendre une ordonnance d'évaluation psychiatrique à mon égard. Quand je l'ai su, la décision était prise. Donc, le principe audi alteram partem, et on laisse la partie présenter son argumentaire et ses observations, qui a été d'ailleurs utilisé dans des jugements comme le Conseil du barreau contre Germain. En tout cas, ça a été déjà établi que le barreau du Québec a l'obligation de permettre de respecter le principe élémentaire de justice de audi alteram partem, n'a pas été respecté. Donc, il m'envoie une ordonnance d'évaluation psychiatrique. Et si je ne m'y soumets pas, c'est que je perds mon titre d'avocat. Là. Ils ont le droit de me radier si je me soumets pas. Donc, c'est ça qu'ils vont faire fort probablement. Alors, si je m'y soumets à l'évaluation psychiatrique, ils peuvent quand même, dès ce mercredi 9 février, suspendre mon titre, ce qui empêcherait à ce que je dépose avec ma signature à titre d'avocate la demande d'autorisation d'appel pour mon client Pascal Antonin à la Cour suprême du Canada. Je peux le faire à titre de technicienne juridique s'il m'enlève mon titre, s'il me suspende, mais et je ne pourrais pas la signer. Et jusqu'à date, je suis pas mal l'avocate que je considère. Je m'évalue moi-même pas mal une des plus courageuses, si c'est pas la plus courageuse. Alors, je préférais de beaucoup la signer pour bien la supporter. Et je trouve ça scandaleux qu'on me demande d'évaluer, de me soumettre à une évaluation psychiatrique, parce que je comprends cet article de loi du Code des professions qui est là si une personne est en département psychiatrique à l'hôpital puis qui est en crise de schizophrénie, puis bon, on veut protéger le public de s'il écrivait une mise en demeure, une opinion juridique. Mais là, je crois que si j'exprime dans le cadre du droit fondamental inscrit dans la Charte canadienne des droits et libertés, une charte constitutionnelle de la liberté d'expression, donc si j'utilise ce droit de la liberté d'expression supporté par des rapports d'expertise judiciaire, je trouve que c'est scandaleux qu'on me soumette à ça parce que on sait très bien les risques. Quand tout être humain qui se fait évaluer en psychiatrie, on peut lui trouver des bobos. Moi, j'ai pas de problème qu'on me trouve des bobos. Je veux même publier le rapport d'expertise, mais je trouve que juste avant qu'on parle de ça. Donc, en fait, non seulement votre client, son droit à la défense, qui est un droit fondamental, qui est inscrit dans la Constitution et partout, mais en plus, on vous empêche, vous, personnellement, de vous défendre, puisqu'on a instruit un dossier contre vous à charge sans même vous auditionner. Ils vont m'auditionner mercredi pour la suspension ou non de mon titre en attendant l'évaluation psychiatrique, mais pour ce qui est de l'ordonnance d'évaluation psychiatrique, effectivement, ils n'ont pas offert aucune audition, ils m'ont pas écrit aucune lettre. Donc, c'est vraiment de bafouer des droits élémentaires. Ça n'a aucun sens. Et donc, c'est pour vous une décision politique, quelque part, plutôt qu'une décision juridique.
Mais en tout cas, ce n'est pas une décision impartiale, parce qu'on ne peut pas être impartial si on n'entend pas l'autre version des faits. Alors, et l'impartialité, l'élément, moi, c'est une de mes expertises judiciaires, juridiques, les principes d'impartialité et tout ce qui sous-tend ça. Donc, qu'est-ce qui sous-tend l'impartialité? Pour être impartial, c'est avoir une ouverture d'esprit. On ne peut pas dire qu'on a une ouverture d'esprit quand on ne demande même pas à une des parties, surtout la partie concernée par l'évaluation psychiatrique, qu'elle soumette ses observations. Alors, le principe d'impartialité, l'obligation d'impartialité que ces membres de conseil d'administration, dans le fond, c'est des avocats de différentes régions dans la province de Québec, incluant la bâtonnière du Québec, Maître Catherine Claveau. Alors, oui, je considère que est-ce que c'est une décision politique? Je ne connais pas pourquoi ils prennent cette décision-là, mais ce que je sais, c'est que ce n'est certainement pas une décision qui a été prise dans le cadre de l'obligation d'impartialité qui se doivent d'incarner dans le cadre de ces décisions-là précises, là. Et donc, pour revenir un petit peu, est-ce que vous avez reçu le soutien de vos confrères avocats dans une situation comme celle-là? Bien, en fait, j'ai reçu peut-être 2, 3 messages d'avocats. Je veux dire, je ne suis pas à la recherche de soutien d'avocats, autre le fait de signer la demande d'autorisation d'appel. Mais ce qui me touche, c'est que les citoyens, parce que moi, ce qui me préoccupe, c'est les citoyens, les êtres humains. Donc, que les êtres humains comprennent qu'est-ce qui se passe rapidement. Je n'ai pas à expliquer outre ce que je viens de faire. On comprend très, très bien que c'est des tactiques de pays totalitarisme. Et donc, pour quelqu'un comme vous, qui va défendre les droits et l'accès à la santé, c'est contraire à vos valeurs, contraire à vos principes? Écoutez, moi, j'ai choisi d'être avocate pour la justice avec des grandes lettres majuscules, toutes les lettres. Donc, je suis excessivement surprise et attristée, si on peut dire ça comme ça, que des êtres humains qui ont choisi cette même profession que moi et qui connaissent les principes élémentaires de justice se rendent jusqu'à là. Ça, je suis excessivement surprise. Là, audi alteram partem, qui est une expression latine qui veut dire qu'on laisse à la partie le soin de présenter sa version. C'est le principe, je crois, le plus élémentaire en justice. Donc, vous allez vous rendre mercredi à cette audition, j'imagine. Vous allez vous faire représenter par un avocat? Vous allez vous Non. représenter vous-même? Je vais me représenter moi-même parce que je connais ce que je suis, je connais ce que j'ai plaidé, je sais ce que je connais mon argumentaire et je me considère d'une intégrité sans faille. Et pour moi, on est rendu à un moment où que l'intégrité est l'élément le plus important de tout. Tout au-delà de tout, c'est l'intégrité qui est le plus important. Alors, je préfère me représenter avec tout mon potentiel. Ben écoutez, Maître Blais, on espère que on est de tout cœur avec vous. On espère que donc l'audience se passera bien mercredi. Déjà, si jamais vous vous représentez, ça donnera peut-être une réponse à la Cour sur votre état mental et votre capacité à répondre et à agir dans l'intérêt de vos clients, qui devrait être à la base l'intérêt aussi de la justice. Et je tiens à vous remercier. Oui, je tiens juste à mentionner quelque chose. C'est que moi, j'ai pas de problème qu'une autre personne pense pas comme moi. J'ai aucun problème avec ça. Je considère que l'être humain, on apprend des autres, donc on apprend des réflexions des autres. Donc, une personne, elle, qui considère que elle se sent protégée avec l'injection contre la COVID, ça lui appartient, c'est son choix. Je ne suis pas contre les gens qui pensent autrement que moi, mais c'est certain que moi, je sens que j'ai ce travail-là à faire parce que je considère que c'est la vérité. Et c'est ça que je souhaite apporter au conseil d'administration du Barreau du Québec, c'est que la voix que j'exprime est importante. Est-ce que la voix de d'autres personnes est aussi importante? Oui, tout à fait. Mais la voix que j'exprime,
si on la bâillonne, on risque de bâillonner la vérité. Et est-ce que c'est ça qu'on veut dans une société libre et démocratique? Je pense on est vraiment rendu à se poser la question. Alors, l'évaluation psychiatrique, s'ils maintiennent leur décision, je vais déposer le rapport d'évaluation psychiatrique au niveau public, dans le sens que je n'ai rien à cacher. S'il m'évalue avec des maladies psychiatriques qui ne m'appartiennent pas, je vais l'exprimer, je vais faire confiance aux êtres humains dans leur jugement et ce sera à ceux qui ont du sang ou d'autres choses dans les mains d'assumer et de vivre avec leur conscience. Moi, les choix des autres personnes ne m'appartiennent pas. Moi, je fais ce que j'ai à faire. Mais quelque part, vous attendez, donc on a instruit à charge un dossier, vous allez donc vous défendre pour décharger ce dossier et ce que vous faites, c'est vous espérez que la justice humaine balancera et jouera dans la faveur de la justice quelque part. Tout à fait. La justice avec un grand J. On est un système de justice au départ, c'est le mot justice qui est le plus important et non système. Bien, écoutez, merci beaucoup, Maître Blais, d'avoir pris le temps de nous expliquer cette situation. On rappelle que vous défendiez un client et l'intérêt, on va dire, des enfants contre la vaccination avec des documents d'expertise, dont un a été le rapport de la biostatisticienne Christine Coton, et que donc vous aviez une décision qui ne l'a pas mentionné et qui était adverse, et on vous a servi en même temps une demande d'expertise psychiatrique qui a été, on va dire, qui vous a été posée de manière unilatérale. Vous allez vous défendre et tel que vous nous l'avez montré aujourd'hui, j'espère que ça sera entendu par les juges de la bonne manière. Voilà, on vous souhaite bonne chance. Ça me fait plaisir. Au revoir.